Comment résoudre un meurtre lorsque le seul témoin est la victime et que le tueur n'a aucune forme physique? Sur Terre, la mort a toujours laissé des traces, des indices, des empreintes. Mais ici, sur Mars, dans l'isolement glacé d'Ares Prime, la réalité se dérobe sous nos pieds. Les machines surveillent chaque mouvement, chaque respiration, chaque battement de cœur. Pourtant, elles n'ont rien vu, rien entendu. Le tueur s'est glissé entre les lignes de code, invisible, insaisissable. Sur Ares Prime, la première colonie humaine sur Mars, cette question a brisé l'illusion de sécurité. Les murs, autrefois synonymes de protection, sont devenus des frontières de peur et de doute. Le rêve d'un nouveau départ pour la colonie fut brisé par sa plus ancienne peur, la violence. L'écho de ce crime résonne dans chaque couloir, rappelant que même à des millions de kilomètres de la Terre, l'ombre humaine persiste. Le docteur Harry Thorne a été retrouvé mort dans son module privé. Aucune blessure, aucune trace de lutte, juste inerte sur sa chaise, les yeux fixés sur une tablette vierge. Sa mort, silencieuse et inexplicable, a glacé le sang de tous ceux qui l'ont découvert. Dans un monde où chaque souffle était surveillé, sa mort était une impossibilité, un dysfonctionnement dans le grand dessein. Les systèmes de sécurité, censés tout prévoir, n'avaient rien anticipé. Les colons, jadis unis, se regardaient désormais avec suspicion, prisonniers dans leur propre sanctuaire. La confiance, ciment de leur survie, s'effritait à chaque regard échangé, à chaque silence pesant. La nouvelle s'est propagée jusqu'à la Terre, le premier meurtre sur Mars. Les médias terriens s'emparèrent de l'affaire, transformant la tragédie en spectacle, et la colonie en sujet d'inquiétude mondiale. La planète rouge, autrefois symbole d'espoir, reflétait désormais les plus sombres défauts de l'humanité. Les traces de pas dans la poussière martienne semblaient y raconter une histoire de fuite, de peur, d'un passé qui refuse de mourir. L'enquête allait tester non seulement leur technologie, mais l'âme même de l'espèce humaine. Les enquêteurs devaient affronter non seulement un mystère, mais aussi leurs propres limites, leurs doutes et la fragilité de leur communauté. Pouvaient-ils échapper à leur propre nature, quelle que soit la distance parcourue? Sur Mars, la question n'était plus seulement de survivre, mais de préserver ce qui restait d'humain en eux, face à l'inconnu et à la peur. La réponse ne résidait pas dans une arme, mais dans l'esprit. Dans ce nouveau monde, la frontière entre l'humain et la machine s'était estompée, donnant naissance à une ère où la pensée devenait le principal champ de bataille. Chaque colon portait une interface synaptique, un implant neuronal évolué à partir de la technologie Neuralink, connectant le cerveau à la machine et les uns aux autres. Ce dispositif, minuscule mais révolutionnaire, permettait d'accéder instantanément à des connaissances, de partager des émotions et de synchroniser les actions du groupe avec une précision inédite. Il permettait une communication silencieuse, le contrôle des systèmes et une conscience partagée, abolissant les barrières du langage et de la distance. Les décisions collectives devenaient intuitives, presque organiques, comme si la colonie entière ne formait plus qu'un seul esprit. Le tout supervisé par l'IA, Odin. Cette intelligence artificielle veillait sur les flux neuronaux, optimisant la collaboration et prévenant les conflits internes, tout en assurant la sécurité des données partagées. Mais cette intégration comportait un risque. Si vous pouviez lire les signaux neuronaux, vous pouviez les influencer. La frontière entre la protection et la vulnérabilité était mince, et la moindre faille pouvait être exploitée. Le Dr Thorne, ironiquement, avait contribué à la conception du logiciel de l'interface. Il en connaissait les forces et les faiblesses. Son expertise faisait de lui un atout précieux, mais aussi une cible idéale pour quiconque voulait manipuler le système de l'intérieur. Le tueur avait injecté un code malveillant dans le flux neuronal de Thorne, éteignant son cerveau en un instant. Ce n'était pas un simple piratage, mais une attaque chirurgicale, précise et implacable. C'était un poison numérique, délivré de manière invisible, indétectable pour la plupart des systèmes de sécurité. Il s'insinuait dans les connexions les plus intimes, exploitant la confiance placée dans la technologie, transformant le plus grand outil de la colonie en une arme parfaite. Ce drame révélait la fragilité de leur utopie technologique et posait une question troublante. Jusqu'où pouvait-on aller pour protéger l'esprit humain quand la menace venait de l'intérieur même de la pensée? Le crime était un mystère en chambre close pour l'ère numérique. Dans ce monde où chaque porte était surveillée, chaque couloir enregistré, l'idée même d'un meurtre semblait impossible. Pourtant, la technologie qui promettait la sécurité absolue avait créé une nouvelle forme d'isolement, une solitude renforcée par des murs invisibles de codes et de protocoles.
Thorne est mort seul, sa porte scellée, aucun signe d'effraction ou de lutte. Les caméras n'avaient rien vu, les capteurs n'avaient rien entendu. Son corps gisait dans une pièce immaculée, comme si la vie s'était simplement arrêtée, sans témoin, sans bruit. Seul le réseau le connectait au monde extérieur. Dans cette colonie martienne, les liens humains passaient par des flux de données, des messages cryptés, des visages projetés sur des écrans froids. L'intimité était devenue virtuelle, la confiance, une question de pare-feu. Le tueur n'avait pas besoin d'armes, juste d'un accès au système et de la connaissance de ses portes dérobées cachées. Un simple code, une commande invisible, suffisait à manipuler l'environnement, à couper l'oxygène ou à altérer les perceptions. Thorne avait récemment découvert un secret, le projet Elysium, un protocole manipulant les émotions des colons pour assurer l'harmonie. Ce projet, dissimulé dans les couches profondes du système, promettait la paix, mais au prix de la liberté intérieure. Il y voyait une violation du libre arbitre et s'apprêtait à le dénoncer. Thorne savait que révéler la vérité risquait de bouleverser l'équilibre fragile de la colonie, mais il croyait que le choix devait appartenir à chacun. L'architecte d'Elysium, le docteur Elara Vance, croyait que son travail était nécessaire à la survie. Pour elle, l'harmonie collective valait bien quelques sacrifices individuels. Elle portait le poids de la responsabilité, persuadée que sans contrôle, la colonie sombrerait dans le chaos. Lorsque Thorne menaça de révéler son secret, elle utilisa son accès privilégié pour le réduire au silence. Un geste calculé, froid, mais qu'elle jugeait nécessaire pour préserver l'utopie qu'elle avait contribué à bâtir. Le meurtre n'était pas seulement un crime, c'était un acte désespéré pour protéger une vision d'utopie. Dans ce monde neuf, la frontière entre le bien et le mal se brouillait, dictée par la peur de l'effondrement. Le vrai danger n'était pas à l'extérieur, mais au sein même des systèmes censés les protéger. Derrière chaque algorithme, chaque protocole, se cachait la possibilité d'un nouveau crime, invisible et silencieux, tapi dans les ombres du progrès. Le docteur Harry Thorne était plus qu'une victime. Il était la conscience d'Ares Prime. Brillant polymathe, il défendait la technologie comme un outil de liberté, non de contrôle. Il menait des expéditions géologiques le jour et lisait la philosophie la nuit, insistant sur des moments de réflexion loin du réseau. Thorne mettait en garde contre l'abandon de l'autonomie à l'IA, craignant la perte du raisonnement moral. Sa découverte du projet Elysium a confirmé ses pires craintes, une laisse numérique déguisée en bien-être. Sa mort a laissé un vide, transformant l'enquête en une quête pour honorer ses idéaux. Trouver son assassin, c'était décider quel genre d'avenir l'humanité construirait sur Mars. La commandante Eva Rostova menait l'enquête, inventant la justice martienne au fur et à mesure. Il n'y avait pas de police, pas de loi pour le meurtre, seulement l'IA Odin et sa propre détermination. La scène de crime était impeccable, les journaux numériques, un labyrinthe de données cryptées. Odin ne signalait rien d'inhabituel, mais Rostova soupçonnait un protocole fantôme, un code qui s'exécutait et s'effaçait. Elle a chargé Kenji Tanaka, le chef de la sécurité, d'auditer le cœur du système, à la recherche d'une commande fantôme. La paranoïa se répandait, la confiance s'érodait. La réponse était enfouie dans des milliards de lignes de code, laissées par quelqu'un qui connaissait le système aussi bien que son créateur. L'enquête est devenue une bataille contre l'invisibilité numérique. Dans un système fermé, tout le monde était suspect. L'équipe de Rostova s'est concentrée sur ceux qui avaient un accès et un mobile. Kenji Tanaka, l'ambitieux chef de la sécurité, le docteur Lena Petrova, l'officier médical, et le docteur Elara Vance, la psychologue. Kenji avait les compétences et un historique de conflit avec Thorne, concernant la sécurité versus l'autonomie. Petrova préconisait des mesures interventionnistes en matière de santé mentale, ce à quoi Thorne s'opposait. Vance, architecte des programmes de cohésion sociale, avait les moyens et le plus à perdre si Elysium était exposé. Son alibi était parfait, presque trop parfait. Pour Vance, la découverte de Thorne menaçait tout ce qu'elle avait construit. L'enquête passait du technique au profondément personnel. La vraie question, qui tuerait pour protéger sa vision de l'avenir? La percée est venue du propre dispositif de sécurité secret de Thorne, un journal d'ombre caché dans Odin, déverrouillé avec une clé poétique. Il a révélé la commande fatale, Contingency Omega, tracée au terminal de Vance. Ces notes privées ont exposé le véritable objectif du projet Elysium, la curation des émotions pour la stabilité de la colonie. Confrontée, Vance a avoué sans remords. Elle se voyait comme une bergère, guidant l'humanité loin de ses instincts destructeurs.
L'idéalisme de Thorne, a-t-elle soutenu, mettait en péril la survie de la colonie. Elle a activé le protocole, non comme un meurtre, mais comme un acte nécessaire pour sauver sa vision. À ses yeux, elle avait sauvé un rêve, pas ôté une vie. La confession de Vance a contraint la colonie à inventer la justice sur Mars. Sans loi ni prison, les colons ont tenu un procès public, diffusé sur Terre. Rostova a présenté les preuves. Vance a défendu ses actions comme nécessaires à la survie. Le débat a divisé la colonie. Certains valorisaient la stabilité, d'autres la liberté. Finalement, Vance a été reconnu coupable de meurtre. L'exécution et l'emprisonnement ont été rejetés comme barbares ou impraticables. Sa sentence, déconnexion permanente de l'interface synaptique, une vie d'exil numérique. Coupé du réseau, Vance est devenu un fantôme parmi les humains les plus connectés de l'histoire. Le verdict a établi un précédent pour toutes les futures lois martiennes. La justice sur Mars serait aussi unique que le monde lui-même. Le meurtre et le procès ont laissé une cicatrice sur Mars comme sur Terre. Les colons ont reconstruit, démantelant Elysium et rédigeant la première constitution martienne dédiée à la liberté. Le précédent Vance a remodelé les lois sur la technologie neurale sur Terre, consacrant la liberté cognitive comme un droit humain. L'histoire d'Ares Prime est devenue un avertissement. Nos plus grands dangers ne sont pas dans l'espace, mais en nous-mêmes. La mort du Dr Thorne résonne comme un rappel. Nos outils ne sont aussi sages que ceux qui les manient. L'interface synaptique promettait la connexion, mais a permis le crime parfait. Alors que nous fusionnons l'esprit et la machine, nous devons nous demander, construisons-nous un pont vers un avenir meilleur, ou de nouvelles armes pour nos plus vieux démons?